Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire sur la société de l'engagement. Donc webinaire organisé par le Comité 21, un réseau multi-acteurs pour le développement durable. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Anna Olivetti qui va nous parler d'un d'un rapport de prospective qui est organisé, qui a été produit par la Fonda suite à un grand travail de plusieurs mois dont elle va un peu nous retracer les étapes et surtout dont elle va parler, dont elle va nous donner les conclusions. Donc je ne vais pas être plus long, j'admets les personnes qui sont en train d'arriver Oui, et je vais laisser tout de suite donc la parole à Anna pour nous présenter ce projet important, je pense, pour tracer un peu les perspectives de ce qu'est l'engagement citoyen et ce qu'il va devenir dans les prochaines années. Anna, c'est à toi. bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous. En tout cas, je suis absolument ravie d'être avec vous ce midi, donc pour vous présenter d'abord la démarche prospective sur la société de l'engagement, ainsi que les 4 scénarios dont nous pourrons débattre, bien évidemment. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, des remarques au fur et à mesure. Voilà, le but aussi, c'est d'avoir un échange ensemble. Et donc, qui suis-je? Donc, je suis Anna Olivetti, je suis chef de projet prospective à la Fonda, en sachant qu'avant, j'ai travaillé beaucoup sur les enjeux de coopération pluri-acteurs, donc sur les enjeux du faire ensemble. Donc, qu'est-ce que la Fonda déjà? Qui connaît la Fonda? C'est toujours un peu la question piège. Voilà, n'hésitez pas à lever la main si vous connaissez. Il y a de fortes chances peut-être que vous ne connaissiez pas. Mais la Fonda est une association reconnue d'utilité publique qui existe depuis 1981 et qui a un leitmotiv, il n'y a pas de vitalité démocratique sans vitalité associative. Et donc, euh, nous agissons pour renforcer la vitalité des associations au quotidien, d'une part avec un pôle think tank, donc laboratoire d'idées, où on produit de la connaissance au service des acteurs, donc œuvrant pour l'intérêt général. Et donc à ce titre, j'ai piloté une démarche prospective sur la société d'engagement dont je vais vous parler incessamment sous peu. Et de l'autre côté aussi, nous avons donc plus un pôle do-tank, fabrique associative en français, où là, nous outillons, accompagnons et formons les acteurs sur les enjeux donc de la coopération, car pour relever les grands défis, et je le dis d'autant plus qu'au comité 21, vous vous attachez aussi beaucoup à la diffusion des objectifs de développement durable, en sachant qu'il y en a des 17 portant sur les coopérations, et donc pour justement favoriser l'engagement des uns et des autres, il est important peut-être de coopérer. Voilà cette petite introduction donc sur qui je suis et sur la Fonda. Donc, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Tout de suite, est-ce que nous allons vers une société de l'engagement? Et surtout, qu'est-ce que la prospective et pourquoi une démarche prospective sur la société de l'engagement? Donc déjà, nous allons voir un petit peu ce que c'est la prospective. Est-ce que cela vous parle, la prospective? N'hésitez pas à allumer vos caméras pour que je vois. Je vois que quelqu'un pile du chef. N'hésitez pas à mettre des pouces si ça vous parle, la prospective. Est-ce que c'est un mot de sorcellerie ou pas? Non, ne vous inquiétez pas. La prospective, c'est une approche, pour le dire ainsi, qui permet d'anticiper pour retrouver des marges de manœuvre dans un monde qui peut nous paraître de plus en plus incertain. Il y a une citation, je trouve, qui l'explique bien. Ça permet d'éclairer l'action présente à la lumière des futurs possibles et souhaitables. Il y a deux principes fondamentaux à retenir avec la prospective. C'est que premièrement, le futur n'est pas écrit. Il est ouvert à plusieurs futurs possibles. Ce qui est plutôt rassurant, c'est-à-dire que nous avons donc des marges de manœuvre, mais aussi que nous sommes tous acteurs du changement. Donc la prospective, c'est vraiment comprendre le présent, comprendre la société, donc en fonction de votre objet d'étude, bien entendu, puis après, identifier les différents futurs possibles. Et à partir de ces futurs possibles, se dire, bah, tiens, comment nous, en tant qu'organisation, est-ce que nous nous positionnons? Et donc, quelle marge de manœuvre est-ce qu'on décide d'activer, donc à l'échelle individuelle, à l'échelle des organisations, et donc aussi à l'échelle euh, supra des organisations, comment est-ce qu'on réussit à agir dans un monde qui peut nous paraître de plus en plus instable, de plus en plus difficile. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Et donc, pourquoi est-ce que nous avons décidé d'initier une démarche prospective sur la société de l'engagement? Je suis certaine que le matin, vous vous levez, vous dites, ah oui, tiens, qu'est-ce que c'est la société de l'engagement au bureau de café? Non, je ne suis pas certaine non plus. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant, s'il te plaît, Simon?
Merci. Pourquoi une démarche prospective sur la société de l'engagement? Eh bien, tout est parti du constat que lors du renouvellement du projet stratégique de la Fonda en 2022, nous avons consulté donc tout un essaim de partenaires allant de fondations en passant par des associations et bien entendu des acteurs publics. Et donc, euh, plusieurs nous interpellaient sur la notion d'engagement. C'est-à-dire, ils observaient que l'engagement était de plus en plus utilisé dans la société. J'en veux pour preuve, par exemple, que dans la sphère des entreprises, il suffit juste de faire vos courses pour voir que l'engagement est un petit peu partout. Maintenant, vous pouvez trouver des lessives engagées, des couches engagées, du dentifrice engagé, et j'en passe. Mais aussi du côté de la sphère plus publique, vous pouvez voir que cette terminologie de l'engagement se développe au travers notamment du service civique ou bien encore du service national universel ou bien encore sur Parcoursup. Donc nous nous sommes dit, tiens, il y a quelque chose dans la société. Est-ce que c'est pas juste un effet de mode, où donc les associations seraient un peu concurrencées avec l'émergence donc d'autres acteurs qui se saisissent de cette sémantique, ou bien au contraire, cela ne serait-il pas le reflet plus profond d'une transformation de la société où l'engagement occuperait une place toute particulière, donc avec une reconfiguration de la société. Et c'est pour ça que nous nous sommes demandé, au travers de cette démarche prospective, si nous allions vers une société de l'engagement. Et est-ce que tu peux passer au stade suivant? Car justement, la démarche prospective permet donc de faire tout cet exercice de compréhension du présent, c'est-à-dire de cerner justement les différentes dimensions de cette société, de l'engagement dans l'économie, dans la politique, etc. Puis une fois qu'on a étudié justement ce périmètre, ainsi qu'on se soit intéressé donc aux différents phénomènes qui ont des incidences sur cette société d'engagement, donc par exemple tout ce qui concerne le vieillissement démographique, la fragmentation, la polarisation de la société, une fois qu'on a étudié tout ce système, qu'on a modélisé ce système d'acteurs, de la société d'engagement, nous sommes projetés à l'horizon 2040, donc avec 4 scénarios, mais je garde euh, secrètement le nom de ces 4 scénarios pour tenir votre attention jusqu'au bout donc, de cet atelier. Et voilà, cela nous a permis de faire 4 scénarios qu'on va vous présenter, bien entendu. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant, s'il te plaît, Simon? Et donc maintenant, ça va être le moment où vous allez être contributeur. Nous allons passer donc sur Booklab, parce que bon, je vais vous parler d'engagement, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de connaître un petit peu vous, votre vision de l'engagement. Ok, donc vous pouvez vous connecter sur Booklab. Là, je vais juste reprendre la main dans le partage. Donc, je ne sais pas comment on fait pour partager l'écran. Je suis désolée, je ne suis pas le couteau le plus aiguisé pour prendre en charge les aspects euh, numériques. Donc, veuillez m'en excuser. Est-ce que vous arrivez à vous connecter? Oui, non. Alors, première question, mais d'une complexité énorme. Êtes-vous engagé? Donc, 4 réponses possibles. Oui, tout à fait. Oui, un peu. Non, pas trop. Et non, pas du tout. Bon, je pense pas qu'il y aura de non, pas du tout. Mais sait-on jamais. Donc, c'est à vous, à vos clics. Voilà, on va prendre un petit peu la température en douceur. En sachant que je vois qu'il y a 20 participants, il n'y a que 14 personnes connectées. Donc, il y a encore quelques personnes qui ne sont pas encore connectées. N'hésitez pas à le faire. Mhm. Alors, bon, on a quand Mets même le un lien dans le public. chat hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu apparaître. Le lien est dans le chat et je vois donc que nous avons un public particulièrement quand même engagé, où 83% donc des répondants se disent oui, tout à fait engagés. Mhm. Merci beaucoup. Donc je pense que la question suivante, qui va être sous forme d'un nuage de mots, qu'est-ce que l'engagement pour vous, va être particulièrement simple. Mhm. Donc maintenant, je vous invite à renseigner par message, qu'est-ce que l'engagement pour vous? Sachant que par engagement, ça peut être des valeurs, ça peut être des actions. Voilà, je vous laisse nous partager, voilà, des actions. En effet, défendre certaines idées. Mhm. Alors, avant de commenter, je regarde un peu ce que vous faites. Ce qui est intéressant, donc, c'est qu'il y a l'idée de transformation, d'impact. En effet, c'est-à-dire l'engagement, donc, c'est quelque chose où on se met en mouvement pour justement transformer la société. Je vois qu'il y a l'idée aussi d'intérêt général, de défense aussi de certaines idées, très intéressant. On voit aussi qu'il y a le terme de valeur qui ressort à plusieurs reprises.
Donc ce sont des actions, mais aussi des valeurs, et ça, je pense que c'est un aspect fondamental. Et donc c'est aussi en fonction des visions du monde que l'on peut avoir. Tac, 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 tac. Il y a aussi un aspect important, l'engagement aussi, c'est investir du temps, absolument. Et c'est parfois même l'un des freins à l'engagement pour certains. Donc ça demande aussi une certaine disponibilité. Et j'ai vu que quelqu'un a mis aussi engagement et professionnel. Et oui, l'engagement aussi peut avoir, comment dire, peut s'exprimer aussi dans votre vie professionnelle. Et sûrement vous êtes les uns et les autres déjà dans des organisations que l'on peut qualifier d'engagées. Et donc, point clé, vraiment, l'engagement pour beaucoup d'entre vous, c'est collectif, vu que c'est le mot qui ressort le plus, avec l'idée voilà, de défense, de mise en mouvement. Ok. Il y a aussi quelqu'un qui a dit l'engagement, c'est quelque chose de choisi. Très, très intéressant, parce qu'il peut aussi y avoir parfois un engagement par la force des choses, demeurant, euh, dès lors que vous avez une personne qui peut être en perte d'autonomie, vous pouvez devenir proche aidant. Hum, bon, est-ce qu'il y a encore un dernier retour que vous souhaitez faire? Quelqu'un qui veut commenter absolument à l'oral ceci? Eh bien, je vous propose donc qu'on repasse à la présentation. Donc, comment arrêter le partage d'écran? Ça va être un autre problème, Simon, pour moi. Je ne sais pas comment on fait. Euh, Ah, voilà, merci. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que on peut passer au slide suivant. C'est qu'on voit justement que l'engagement, c'est plein de choses. Mais au passage, je tiens à préciser que vous avez peu parlé justement des différentes formes d'engagement que cela peut prendre. Et donc nous, quand on s'est intéressé justement à l'engagement, on a voulu avoir une approche la plus large, la plus extensive, c'est-à-dire ne pas se limiter simplement à l'engagement bénévole dans lequel on peut facilement, entre guillemets, s'enfermer, tout particulièrement en tant qu'association. Et donc, à la Fonda, au travers justement de ce travail de recherche, j'ai trouvé la définition de la sociologue Anne Muxel, qui qualifie l'engagement comme ceci. L'engagement se caractérise par des actions et des valeurs qui s'inscrivent dans une temporalité sociale et un processus biographique de l'individu. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ceci? Donc, l'engagement se caractérise par des actions. C'est-à-dire que il y a l'idée de mise en mouvement, qui est d'ailleurs remontée dans le chat. C'est parmi l'un des premiers mots qui est ressorti. Donc des actions qui peuvent prendre des formes d'une très grande variété, que ce soit au sein d'organisations, par exemple au sein d'une association en faisant un don en temps, donc du bénévolat, mais aussi au sein, par exemple, d'entreprises telles que le mécénat de compétences, ou bien des actions de terrain, telles que des manifestations, des actions telles que des pétitions, etc. Premier élément de définition. Mais aussi, et ça, c'est un aspect sur lequel j'attire votre attention, parce que nous, quand on a débuté cette démarche prospective, nous étions vraiment dans l'idée que on s'engageait tous nécessairement pour un monde meilleur, plus juste, en face avec les ODD, etc., etc. Et parce que nous étions un peu dans une forme d'entre-soi, pour le coup. Mais l'engagement aussi sont des valeurs, et nous ne partageons pas tous nécessairement les mêmes valeurs. Ceci en fonction aussi des représentations, des visions du monde. Vous pouvez passer, entre guillemets, au filtre tout le spectre politique en France, et que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, les personnes pourront se sentir engagées. Et ça, je pense que c'est un point aussi à avoir à l'esprit. L'engagement n'est pas juste l'apanage, entre guillemets, d'organisations dites progressistes, etc. Il peut s'exprimer euh, selon tout un échéancier de valeurs et de représentation du monde. Donc, l'engagement se caractérise par des actions et des valeurs qui s'inscrivent dans une temporalité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire la temporalité sociale? Donc, cela signifie que l'individu est, entre guillemets, influencé, impacté par la société. Et donc, la temporalité sociale, c'est par exemple des élections. Ça peut être aussi une catastrophe naturelle qui peut susciter aussi un engagement. J'attire votre attention sur le fait que dès lors qu'il y a des catastrophes naturelles, on voit qu'il y a les dons en urgence qui explosent justement. Donc on peut voir que cela peut susciter des engagements ou temporalité sociale aussi. Cela peut être euh, une crise économique. Là, je vous renvoie en 2008 avec Occupy Wall Street, etc., etc. Voyez-vous, on voit justement les interactions entre l'individu et le reste de la société.
mais aussi euh, l'engagement donc, se caractérise par des actions, des valeurs qui s'inscrivent dans une temporalité sociale, et j'insiste aussi, et un processus biographique de l'individu. Car l'individu aussi, au travers de son parcours de vie, va plus ou moins s'engager, et cela a des incidences sur l'engagement. Par exemple, dès lors que l'un de vos parents est déjà engagé à titre bénévole dans une association, vous-même, vous avez plus de chances de vous engager. Donc là, je vous renvoie vers l'étude de l'économiste Lionel Proto donc sur l'état du bénévolat en France en 2017. Euh, voilà un peu pour la définition qui résonne, je trouve, bien avec les éléments que vous avez partagés. Deux petits points positifs quand même dans un monde où on peut penser que rien ne va, c'est déjà que 82% des Français interrogés en 2021 voient l'engagement comme quelque chose de positif. Et surtout, 6 Français sur 10 se considèrent personnellement comme engagés. Et donc maintenant, je vous propose qu'on passe au slide suivant. Donc, j'ai commencé un peu à l'amorcer, mais nous, quand on a initié ces démarches prospectives, nous nous sommes rendus compte que c'était particulièrement difficile de qualifier l'engagement. Et nous avons donc pu voir qu'il y avait toute une variété, toute une palette de formes d'engagement. Donc, voici un peu une typologie qui n'est pas parfaite, mais qui permet de structurer les choses. Nous, quelque chose d'assez évident, l'engagement des individus donc, peut se situer au sein d'organisation selon des modalités ou des intensités plus ou moins variées. Bon, déjà, je n'ai pas fait un sondage qui travaille dans une association ou qui est bénévole dans une association. Allez, c'est le petit moment participatif, comme ça je vois si vous me suivez. Est-ce que, si oui, n'hésitez pas à mettre des pouces, là je crois que vous pouvez réagir. Mhm. Ok, je vois qu'il y a quelqu'un de Make Sense. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ouh, la LPO. Oui, bonjour la LPO, passage. Eh bien, c'est beau tout ça. Donc, on voit justement que cet engagement donc, peut se manifester au sein donc, d'organisations de la société civile et en premier lieu donc, au sein d'associations. Il y a le bénévolat, bien évidemment, mais aussi il peut y avoir le fait d'adhérer à une association, peut-être un engagement, ou bien encore un syndicat ou un parti politique. Il y a aussi tout l'aspect aussi don ponctuel d'argent, qui est quand même aussi un engagement clé. Là, je vous invite aussi à regarder du côté du baromètre sur la générosité des Français qui nous alerte aussi actuellement sur le don. Enfin, je me permets juste de faire une petite actualité, mais je trouve que vu le contexte actuel, il faut avoir ces données à l'esprit. Et aussi le don en nature, qu'on a tendance à oublier, mais c'est aussi une forme d'engagement pour le coup à ne pas oublier. Autre aspect, donc au sein des organisations et la société civile, mais on peut voir aussi que l'engagement se manifeste au sein d'entreprises. Et non pas des moindres, tout du moins du point de vue de l'histoire, il y a le syndicalisme. Même si on a tendance à de moins en moins se syndiquer en France, c'est quand même aussi une forme d'engagement. Mais aussi au travers de vos choix professionnels, peut-être que vous vous sentez engagé. Vous pouvez travailler dans une association, dans des collectivités territoriales ou dans les services de l'État. C'est un choix que vous pouvez faire au lieu de travailler, par exemple, dans une entreprise. euh, qui peut euh, avoir certains agissements sur le plan environnemental. Donc, voyez-vous, vous pouvez faire des choix et ça peut être aussi vu comme une forme d'engagement. Et enfin, j'en profite pour mettre en lumière une forme d'engagement qui est encore un peu méconnue et je fais un petit sondage encore une fois. Qui connaît le mécénat de compétences? Mhm. Si oui, levez la main. Mhm. Je ne vois pas. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Franchement, donc, justement, le message de compétence aussi est une forme d'engagement qui se développe de plus en plus donc, en France, bien qu'encore méconnue et principalement utilisée par des entreprises à échelle nationale et internationale et plutôt des associations d'envergure nationale. Et d'ailleurs, je fais un petit moment de publicité, mais nous sommes en train de piloter à la Fontaine un groupe de travail justement sur le message de compétences et les coopérations territoriales. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter ultérieurement. Et enfin, un dernier point donc, sur l'engagement des individus en lien avec des organisations peut se faire bien évidemment en lien avec des institutions publiques. Et un engagement qu'on a tendance à prendre peut-être pour acquis, mais c'est déjà le vote qui se fait donc en interaction avec les pouvoirs publics. Après, il peut y avoir des formes
d'engagement. J'ai vu tout à l'heure dans le CLAP, il y avait la participation aussi citoyenne. Ben, justement, en prenant part aussi à des espaces de démocratie participative, par exemple un budget participatif, c'est aussi une forme d'engagement. Mais aussi, il peut y avoir des formes plus contestataires en opposition avec les pouvoirs publics. Et bien évidemment, il y a tout ce qui est les pétitions, les manifestations, les grèves, etc. Mais n'oublions pas donc que l'engagement aussi peut s'exprimer de manière plus informelle et de manière moins conscientisée. Je pense notamment à tout ce qui concerne l'entraide, les solidarités familiales ou de voisinage. Pendant la crise du Covid-19, nous avons pu voir par exemple des élans spontanés de solidarité avec des voisins, des proches qui faisaient des courses pour des personnes âgées qui ne pouvaient plus sortir chez elles ou qui allaient les visiter parce qu'elles étaient seules et qu'elles n'avaient plus d'interaction sociale, ou bien encore en allant chercher des médicaments ou les amenant à des rendez-vous médicaux. Ça aussi, c'est de l'engagement, parce que la personne le fait de manière libre, de manière altruiste, au service d'une cause. Mais aussi, et ça j'attire votre attention, parce qu'aussi nous menons actuellement une étude prospective sur ce sujet, mais il y a aussi les proches aidants qui sont engagés par la force des choses et qui constituent quand même une part conséquente de la population. Actuellement, nous avons 9,3 millions d'aidants donc qui apporte un soutien, une aide qui peut prendre différentes formes, donc pour des personnes qui sont en situation de perte d'autonomie, donc des personnes âgées ou bien encore des personnes en situation de handicap. Et enfin, pour terminer un peu ce tour d'horizon de l'engagement, n'oublions pas aussi qu'il peut être en ligne, je l'ai déjà un peu dit, mais c'est toujours bien de se le redire, avec des pétitions en ligne, du partage d'informations aussi, dans un contexte aussi où nous avons pu voir dans ces démarches prospectives qu'il peut y avoir un rapport de plus en plus distancié par rapport à l'information, mais partager, réinformer peut être aussi une forme d'engagement, ou bien encore tout ce qui concerne euh, le crowdfunding, des cagnottes en ligne, et j'en passe. Euh, Est-ce que cela suscite des réactions, des questions déjà à ce stade? Sinon, je vous propose donc qu'on passe à la suite. Ok. Donc, qu'en est-il aujourd'hui de l'engagement? Eh bien, nous avons pu observer que aujourd'hui, les individus sont multi-appartenants et s'engagent pour des causes diverses. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que les individus ne sont plus affiliés à une seule organisation et peuvent en même temps s'engager sur différentes causes. Par exemple, vous pouvez avoir Martin, 20 ans, qui s'engage pour la cause climatique, donc à une échelle internationale, en faisant des manifestations pour le climat, etc. Et en même temps, il peut faire une action d'hyper-proximité en organisant avec ses copains un festival dans son territoire rural. Bon, c'est juste un exemple extrêmement caricaturé, mais c'est pour vous faire prendre conscience justement de cette multi-appartenance pour des causes diverses et surtout à différentes échelles. Et ça, je trouve que c'est un facteur justement assez nouveau. Et aussi, autre fait par rapport à l'engagement, c'est que les individus préfèrent de plus en plus mener des actions concrètes, voir les effets de leurs engagements. Et ça, je trouve que c'est un aspect aussi intéressant parce que cela montre bien aujourd'hui que pour les associations, il y a un enjeu euh, à s'adapter dans les envies d'engagement des bénévoles, notamment, euh, et il y a un grand enjeu autour de la question du bénévolat de gouvernance. Voilà, c'est la petite parenthèse que j'ouvre et je referme par la même, mais en tout cas, c'est un enjeu clé. Passons à la slide suivante maintenant. Merci. Donc justement, pour continuer à parler justement sur ce rapport plus distancié aux organisations. Donc là, je me réfère aux travaux donc du sociologue Jacques Yon qui le montre très bien. Donc, on a pu voir que suite à la Seconde Guerre mondiale, il y avait un peu un engagement timbre, avec Absolument Violette, la fin des militants, merci beaucoup, avec une dimension sacrificielle pour le collectif. C'est un peu l'archétype, voyez-vous, du militant communiste qui voulait s'engager pour le grand soir, même s'il n'allait peut-être pas voir le grand soir dans sa vie, ce n'était pas grave. Il était attaché fondamentalement aussi à son organisation.
Puis après, dans les années 70, avec un phénomène plus d'individualisation au sein de la société, puis ensuite, dans les années 90, avec la fin des grandes idéologies, notamment marquées par la chute du mur de Berlin, etc., on peut voir que les individus donc, agissent de plus en plus euh, dans une forme de fluidité. Ils veulent agir pour des causes avec des résultats. Ils sont moins attachés à des organisations. Et donc, ce que dit Jacques Ellul, c'est l'engagement post-it. C'est-à-dire, on s'engage, on a différents engagements, et après, on peut les interchanger. Si je ne suis plus en phase avec l'organisation, eh bien, c'est pas grave, j'en change, etc., etc. Et aujourd'hui, la sociologue donc Claire Toury, qui est aussi présidente du mouvement associatif, pressent l'émergence d'une troisième ère de l'engagement, tout particulièrement pour les jeunes générations, donc la génération de Greta Thunberg, que l'on peut qualifier ainsi, le grand soir, c'est tout de suite, et donc qui reprend différentes comment dire, caractéristique. C'est-à-dire, le grand soir, c'est tout de suite. C'est-à-dire que le grand soir, on veut un changement radical de la société. Donc, cela fait écho ici à ce qu'on avait pu voir dans le chat, idée de transformation. On veut voir des transformations. Mais on n'attendra pas 40 ans, on n'attendra pas 70 ans. Non, le changement, il faut qu'il soit maintenant. Donc ça, c'est assez fort et donc cela montre qu'il y a une volonté transformatrice très ambitieuse. Après, c'est comment aussi nos organisations créent les conditions de cet engagement, notamment des jeunes générations. Euh, voilà ce que j'avais à vous partager. Maintenant, les composantes. Quelles sont les composantes d'un engagement qui soit satisfaisant et durable? Donc là, je vous renvoie vers les travaux donc, du sociologue euh, Roger Su, donc qui est au passage aussi administrateur de la Fonda. Et cette typologie est reprise aussi dans les enquêtes de France Bénévolat. Donc, trois composantes d'un engagement. Déjà, c'est être dans l'action. C'est-à-dire, on a ce besoin de se sentir utile, d'agir pour les autres, d'avoir aussi ce sentiment de devoir accompli. Mais aussi un autre aspect que l'on peut parfois oublier dans le feu de l'action, dans la gestion opérationnelle aussi des actions, c'est le fait que c'est d'être avec les autres. C'est-à-dire l'engagement aussi, c'est un espace de rencontre où on peut peut-être constituer aussi des réseaux d'amitié, c'est un espace aussi de convivialité. Et donc aussi, charge aux organisations ou à nous d'organiser des événements justement pour permettre de se retrouver autour de ce projet fédérateur. Et j'en veux pour preuve que moi, je joue dans une harmonie. Donc, c'est un orchestre musical qui se forme associative. Et donc, notamment, on joue samedi prochain et j'organise, par exemple, l'apéro de l'harmonie parce que c'est important aussi d'avoir ces temps de convivialité, de rencontre les uns avec les autres. Et enfin, dernier point, dans l'engagement aussi, c'est une recherche de réalisation de soi. L'engagement aussi peut permettre de s'épanouir à titre personnel, mais aussi professionnel, car il y a tout un enjeu aussi d'acquisition de savoir-faire, mais aussi de savoir-être. Et donc, comment aussi, enfin, je me permets de faire le pont aussi avec les organisations, mais comment est-ce qu'on crée aussi les conditions pour faire prendre conscience justement de cette transformation liée à l'engagement dans une organisation? Comment est-ce qu'on valorise toutes ces compétences, ces savoir-faire, ces savoir-être, etc., etc. Cela permet aussi de renforcer l'engagement dans le temps des uns et des autres. Passons à la suite. Est-ce qu'à ce stade, est-ce que cela suscite des questions, des remarques avant qu'on se projette à l'horizon 2040? Mhm. C'est toujours le grand moment de solitude quand je pose ce moment. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à tout hasard? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Euh, la vraie Violette a mis on en est là. On est là. Ok, stop, merci, on réfléchit. Bon, je laisse une petite minute alors pour réfléchir, parce qu'après on va passer à l'horizon 2040, hein, donc attention. Je vous propose une petite respiration et puis surtout, ça m'intéresse aussi de voir si ça résonne avec vous, vos enjeux, vos préoccupations. Ok, mais en tout cas, merci beaucoup de vous Ah, préoccuper du fait que vous soyez toujours là. non, moi j'ai une question, Oui, du coup. Moi je suis curieux d'avoir des chiffres. Je crois que la plupart des gens dans les CA ont plus de 65 ans. ouais. Et je serais curieux de savoir les décrochages générationnels entre les formes traditionnelles d'engagement et les nouvelles formes d'engagement. Et est-ce qu'il n'y a pas
des énormes trous dans la raquette et des manques de transmission générationnelle et des structures qui risquent de péricliter. Oui, Par... mm, c'est un énorme enjeu et d'ailleurs, je vous renvoie vers l'étude de l'économiste Lionel Proutot qui s'intéresse justement tout particulièrement concernant les associations et sur les questions de gouvernance, où il montre bien justement que les seniors déjà donnent en proportion plus de temps que les autres générations, c'est 130 heures contre à peu près 80 heures par an par rapport aux autres générations, donc dans les associations. Et aussi, bien évidemment, les seniors, et tout particulièrement des hommes, sont les forces vives des conseils d'administration et tout particulièrement occupent le poste de président d'association. Donc, ce que vous dites est particulièrement euh, clé, surtout que l'on peut voir que les autres générations, notamment entre 35 et 55 ans, sont moins engagés dans la vie associative parce qu'après, ben, il y a les enfants, il y a les choix professionnels, etc., etc. Ils peuvent être proches aidants aussi par ailleurs. Donc ça, c'est sûr que c'est un énorme enjeu aussi de comment est-ce qu'on va à l'échelle des associations, mais aussi des autres organisations, penser à cette transmission générationnelle. Il y a aussi des innovations qui se développent, avec par exemple de plus en plus aussi, d'un point de vue gouvernance, des coprésidences qui se développent justement pour partager aussi la charge, la responsabilité dans cet engagement. Donc ça va être un enjeu clé. Et il y a 2 semaines, j'ai échangé avec Frédéric Frunder, qui est donc l'ancienne directrice du mouvement associatif avec Claire Granger, qui est directrice au Petit Frère des Pauvres. Et c'est vraiment quelque chose qui est partagé au sein des organisations. Et nous, on le voit même au sein de la Fonda, où la question, on aimerait avoir davantage de jeunes qui s'engagent dans, entre guillemets, le conseil d'administration, d'avoir aussi davantage de femmes, etc., qui prennent des postes à responsabilité, notamment la présidence. Mais en fait, on est face aussi aux contraintes familiales, professionnelles, et donc il y a vraiment toute une articulation, mais ça demande aussi une réflexion plus globale sur l'articulation entre la vie professionnelle et la vie, entre guillemets, personnelle, où on voit qu'il y a de plus en plus de porosité, et comment est-ce qu'on crée les conditions au sein de la société pour faciliter l'engagement des uns et des autres, mais cela, à mon avis, va mener à des réflexions autour du rapport au travail pour commencer à répondre là-dessus. Je ne sais pas si j'ai pleinement répondu à la question, mais en tout cas, nous, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et c'est comment on crée aussi les conditions pour assurer la transmission du projet associatif et son renouvellement. C'est-à-dire non pas faire du jeunisme à outrance aussi en disant, bon, ben, les seniors, on les met au placard et place aux jeunes. C'est comment est-ce qu'on crée les conditions aussi pour une transmission à double sens, c'est-à-dire des seniors vers les jeunes. Et les jeunes ont aussi beaucoup à apprendre de l'historique, par exemple, de l'organisation, ou bien encore de vision du monde, etc., des autres générations. Et comment aussi les jeunes peuvent transmettre aux autres générations euh, en s'engageant dans des organisations. Et ça, c'est aussi quelque chose à penser, parce que parfois aussi, on peut avoir des regards un peu péjoratifs, ou tout du moins minimisant l'apport, la contribution des jeunes générations. Donc, c'est vraiment quelque chose à penser, à réfléchir, que ce soit à l'échelle des organisations, mais à l'échelle plus globale, je pense, des associations. Stéphanie, vous avez levé la main. Oui, je voulais poser une question alors qui n'est pas complètement aboutie dans ma tête, donc désolée si c'est pas très clair. En fait, je m'interroge aussi, je trouve que on parle en ce moment d'engagements qui sont plutôt presque des engagements contre ou des engagements pour une vision de la société qui est pas très solidaire, égale et tout ça. Je me demandais comment ça vous l'abordiez. Bah, je pense par exemple aux Nuits du bien commun ou à des initiatives comme ça qui sont positives mais qui sont pas dénuées d'intention et où pour des acteurs, je dirais un peu historiques du monde associatif, ça interpelle un peu ce côté Hmm, un peu communautaire ou parfois qui prend les allures d'un truc très engagement pour le bien commun alors qu'en fait on n'est pas très sûr que ce soit les vraies valeurs qui soient portées. Donc je me demandais hmm, comment vous abordiez cet engagement qui est, enfin, je trouve que ça renouvelle l'engagement, ça élargit ce que ça veut dire, mais ça questionne aussi, et c'est un peu dévoyé ou utilisé dans ma perception, mais j'ai du mal hmm, à cerner les limites, et je pense que c'est un peu trompeur, et donc je me dis qu'on a un intérêt à se dire, voilà, c'est quoi le vrai engagement pour le hmm. bien commun ou pas, et enfin voilà, j'aimerais un peu creuser ça maintenant ou un peu plus tard.
dans Oui, la... en tout cas, ce que vous soulevez, Stéphanie, est un sujet clé. Et nous aussi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui nous a interpellés. Lors d'une première journée d'études, je vous enverrai les comptes rendus des différentes journées d'études qui apportent aussi des éléments de réponse. Mais nous, on avait été énormément interpellés par Alice Barbe, qui est l'une des fondatrices de Singa. euh, vous savez, qui facilite l'accueil et l'insertion des réfugiés et qui est aujourd'hui directrice de l'Académie des futurs leaders et qui dialoguait donc avec Anne Muxel, donc sociologue, et justement, elles nous ont interpellés en disant, bah oui, mais l'engagement, c'est pas que pour des formes très progressistes, etc. Il peut y avoir aussi des formes d'engagement contre, entre guillemets, de la vision du monde que nous, on défend. Par exemple, je vais prendre un exemple un peu provoquant, mais je crois que c'était des personnes d'extrême droite qui étaient allées en montagne pour empêcher des personnes d'arriver en France. C'est aussi une forme d'engagement, après, pour des causes et des valeurs qu'on ne partage pas du tout. Donc déjà, premier élément de réponse, c'est que, voilà, merci, génération identitaire. Donc déjà, nous, on a essayé d'éclairer ces formes d'engagement. Je vous enverrai aussi vers la tribune Fonda où on s'est interrogé justement vers des formes d'engagement qui n'étaient pas tout à fait, nous, dans notre scope idéologique en termes de valeurs. Et déjà, c'est important de savoir aussi que ça existe, ces différentes causes d'engagement, de ne pas faire l'autruche, parce que c'est en ne comprenant pas ce qui se passe ailleurs qu'après on se sent bien démuni quand ceci prend de l'importance. Et surtout, c'est de comprendre en fait pourquoi en fait les personnes s'engagent pour ces causes-là, etc. Et comment est-ce qu'on réussit à rebâtir du commun malgré des visions qui peuvent être parfois un peu différentes du monde. Donc tout ceci pour vous dire que je n'ai pas de réponse à vous apporter euh, en disant il faut faire ci, il faut faire ça. En revanche, je pense qu'il y a tout un travail aussi d'écoute des différentes franges de la société, des différentes organisations et d'être bien vigilant. Parce que nous, on a pu documenter dans le cadre de ces démarches prospectives qu'il y a tout un phénomène de fragmentation et de polarisation de la société. On a de plus en plus de mal à discuter avec des personnes qui ne sont pas dans le même monde que nous, où en fait, c'est tout le concept après développé par Jérôme Fourquet, mais d'archipélisation de la société qui est à l'œuvre et on peut très vite être en vase clos et ne plus faire société. Donc ça, c'est plus un sujet de travail, je pense, que vous soulevez, Stéphanie, à laquelle je ne peux apporter malheureusement plus de réponses. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est important de l'avoir en tête dès lors que l'on parle d'engagement. Et au sein même des organisations, c'est un enjeu clé parce que je pense notamment à de grosses associations telles que peut-être le Secours catholique ou la Croix-Rouge française, qui sont des méga structures, mais qui, en leur sein, peuvent avoir en fait des personnes qui sont donatrices, qui sont dans tout le scope justement de valeurs. Donc comment est-ce qu'on réussit à bâtir un projet en commun en sachant qu'il peut y avoir différentes visions du monde, parfois très différentes, qui cohabitent entre elles, voyez-vous? Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à votre question, mais parfait. Et bien maintenant, vu que... Oui. Oui, là, juste, je pense que tu peux pas apporter toutes les réponses et qu'il y aura Voilà, mais beaucoup de j'essaye questions, en mais tout cas vous à avez chaque déjà fois. avancé pas mal sur la réflexion avec cette publication, la tribune de la Fonda sur s'engager contre. On pourra Voilà, c'est ça. partager Tu pourras le la, mettre dans le chat ou pas? Ouais. on pourra partager la. Moi, là, je peux pas accéder à Internet, enfin, en même temps que je partage mon écran, mais on va vous partager Voilà, on la a rédigé référence. une tribune Fonda sur ça. Et Et donc, j'attire ton attention sur le fait que le temps passe, donc oui, je l'ai vu aussi. Mais je trouvais c'est allons-y. important aussi d'avoir ce temps d'échange. Donc maintenant, pourquoi est-ce que nous avons fait des scénarios? Donc là, je vous ai restitué de manière très brève les principaux enseignements tirés de cette démarche prospective, en sachant que on développe tout ceci dans un ouvrage beaucoup plus conséquent qui fait 200 pages, qui s'appelle Vers une société de l'engagement, futur possible à horizon 2040. Je vous mettrai le lien dans le chat si vous voulez le découvrir et l'acquérir. Donc, une fois qu'on a cette compréhension au présent, on bâtit des scénarios. Donc, ces scénarios, ce sont des futurs, des histoires, pardon, de futurs possibles qui permettent de se dire à quoi pourrait ressembler l'avenir si. Et donc, ces scénarios permettent de s'orienter, mais aussi de provoquer des réactions.
permet de révéler donc, vos préférences par rapport à l'avenir et donc de susciter des mobilisations, donc qui sont volontairement, comment dire, contrastées pour susciter des prises de position. Et je tiens à vous dire donc que ces scénarios sont bâtis à partir de cette compréhension du présent, c'est-à-dire de différents éléments que je vous ai mentionnés, que j'ai saupoudrés depuis le début de ce webinaire, mais que nous ne sommes pas Madame Irma. On ne va pas dire qu'en 2040, il y aura une société des engagements pluriels, ou qu'il y aura plutôt une société des engagements identitaires. En revanche, l'avenir se retrouvera peut-être à l'intersection de ces différents scénarios, avec différentes caractéristiques que l'on observe déjà aujourd'hui, et en fait, on a poussé le curseur un peu plus loin. Donc, qu'est-ce que ça donnerait déjà une société des engagements pluriels? On passe au slide suivant, je vais faire très très vite, vu que nous courons après le temps. Donc, en 2040, dans ce scénario, l'engagement a une place centrale dans le fonctionnement de la société. Il résulte donc de la somme d'engagements individuels qui se construisent en fonction des aspirations des personnes. Et donc, dans ce scénario, les institutions publiques et les entreprises jouent sur les engagements et surtout ont un intérêt à essayer de capter cette valeur engagement, vu qu'il y a une fluidité de l'engagement des individus au sein de la société. Slide suivant, s'il te plaît. Et donc, l'engagement se construit avec vraiment cette logique de réalisation personnelle. Vous voyez qu'on poursuit ce qu'on a pu observer dès à présent. On voit aussi que dans les entreprises, le management est centré vraiment sur la logique d'engagement professionnel. Et en même temps, on peut voir donc qu'il y a des luttes d'influence entre les acteurs pour, comme je vous l'ai un peu esquissé, capter cette valeur engagement. Et donc, dans la société, il sera vraiment très bien vu d'être engagé pour le coup parce que ça occupe une composante, ça devient une composante clé de la vie en société. Deuxième scénario, je ne vais pas plus épiloguer là-dessus. On a identifié aussi des menaces et des opportunités, mais on va faire vite. Donc, vous les aurez dans le compte-rendu, bien entendu. Dans un deuxième scénario, donc, on se pose la question de ce que ça donnerait une société des engagements identitaires. Pourquoi ce scénario? Parce que quand on a justement mené toute cette phase de compréhension du présent, on s'est aperçu qu'il y avait quand même de plus en plus une polarisation de la société fondée sur l'identité. L'identité qui peut être d'une grande variété, que ce soit en fonction de votre lieu de vie, de la géographie, de vos histoires personnelles, du genre, politique, etc., etc. En revanche, on part du postulat qu'en 2040, l'identité va constituer un, enjeu clé dans l'engagement. Et donc, dans ce scénario, on explore tout ceci et on se dit, tiens, la société pourrait se structurer autour de communautés plus ou moins ouvertes et exclusives les unes par rapport aux autres. Et l'État, dans tout ceci, joue plus un rôle de, comment dire, de garant d'une coexistence qui soit la plus pacifique possible entre les différentes communautés. Slide suivant, s'il te plaît, Simon. Et donc, dans ce scénario, l'État réduit ses actions à des fonctions régaliennes et on voit aussi que certaines entreprises peuvent se saisir de certains enjeux, de certaines donc, identités pour essayer, entre guillemets, je vais le formuler ainsi de manière rapide, pour attirer le chaland, voilà, pour capter toujours cet engagement. Et donc, on voit de manière plus concrète que dans ces communautés, donc, il y a des réseaux de solidarité qui se constituent et qui se développent de manière très forte, avec en même temps un affaiblissement de l'État dans la mise en œuvre de ces actions. Et donc, dans ce scénario, on se demande si la société réussira toujours à se maintenir, parce qu'il risque aussi d'y avoir des conflits, des luttes entre les différentes communautés entre elles. Il suffit juste de regarder l'actualité récente pour voir que c'est déjà un peu le cas aujourd'hui. Mais je ne vais pas plus développer parce que nous courons après le temps. Scénario suivant. Donc, nous allons passer à la société de l'engagement administré, qui, comme vous vous en doutez, est mon scénario préféré. Donc, dans ce scénario, les besoins sociaux s'accroissent alors que les capacités d'action directe de l'État sont de plus en plus limitées. Face à cela, donc l'État organise la prise en charge de ces besoins sociaux en se mettant en tant que chef d'orchestre de l'engagement. Et oui, mesdames et messieurs, l'engagement sera obligatoire dans ce scénario. Vous devrez donner 9 mois de votre vie, voilà, au sein d'organisations de la société civile pour voilà, répondre aux différents besoins sociaux. Et donc, dans ce scénario, on voit que l'engagement
Et oui, absolument, Antoine. L'engagement devient un relais central de l'action publique. On va passer au slide suivant parce que j'essaie de... Je vois en tout cas que ça suscite des réactions. Et c'est ça le but de ces scénarios. Je ne dis pas que ce sera ça, mais voilà. Donc, je vous disais, donc, les associations, les acteurs de la société civile donc, mettent en œuvre des dispositifs d'engagement pilotés donc, à échelle nationale par l'État. Et donc, l'engagement est perçu comme un véritable devoir civique qui est encadré, institutionnalisé. Donc, voilà ce scénario. Donc, après, on a quand même identifié dans le slide suivant quelques opportunités quand même. Mais bon, comme ça, vous pourrez lire le compte-rendu. Voilà, je fais du teasing pour la lecture ultérieure. Donc maintenant, on va passer au dernier scénario. Donc dans ce scénario, les besoins sociaux continuent de s'accroître, mais les services publics ne sont plus capables d'y répondre. Et donc là, ce scénario, on l'a rédigé en pensant tout particulièrement à la multiplication des catastrophes naturelles, notamment les inondations à Valence, en Espagne, mais plus récemment, on a eu le cyclone Chido à Mayotte. Et donc, on s'est aperçu euh, que dès à présent, face à certaines catastrophes, c'était les collectifs de citoyens, plus ou moins structurés, qui prenaient en charge en fait des pans entiers de la vie pour faire face donc à ces catastrophes. Et de manière plus globale, on se dit, bah, tiens, bah, peut-être même des pans entiers de la vie collective, que ce soit l'éducation, les services sociaux, la sécurité. Et nous, dans ce scénario, l'État réduit ses actions et les missions régaliennes de sécurité, de justice, etc. On va passer au slide suivant. Tac. Et donc, on voit bien que dans ce scénario, les services publics n'arrivent plus à répondre aux besoins sociaux, que la mobilisation citoyenne, quand même, en même temps, est encouragée par les pouvoirs publics parce qu'il permet de répondre aux besoins sociaux. Donc, les associations vont arriver de plus en plus de bénévoles, mais avec de vrais risques aussi d'épuisement des citoyens. Puis surtout, quid de l'intérêt général? Comment est-ce qu'on réussit à faire société dans ce scénario et de plus on était plutôt optimiste en rédigeant ce scénario. On se dit, bon, ben, la société va tenir grâce à l'engagement de certains citoyens très investis à l'échelle locale. Et donc, tout va se jouer en fait à l'échelle des territoires. Et donc, j'en profite pour dire qu'en fonction de votre territoire, vous serez plus ou moins bien loti. Voilà où je voulais en venir. Donc, on va vous inviter donc à vous positionner par rapport à ces différents scénarios. Donc maintenant, je vous propose d'aller sur WooClap, de retourner sur WooClap, et on va vous demander, parmi ces quatre scénarios, lequel vous semble le plus probable. That is the question. Donc, parmi ces quatre scénarios, lequel vous semble plus probable? Est-ce que c'est celui de la société des engagements pluriels? Est-ce que c'est celui de la société des engagements identitaires? Est-ce que c'est celui de l'engagement administré? Ou au contraire, de l'engagement auto-organisé? Mhm. Et après, nous aurons un petit temps d'échange dans les quelques minutes qui nous resteront. Donc, on voit, je vais dire une large majorité, bon, 5 personnes. Euh, J'attends encore un peu que vous répondiez. En tout cas, ce qui est rigolo quand même, c'est que l'engagement administré ne vous paraît pas probable. Alors que nous, on avait l'impression à la Fondac, avec le développement du SNU, du contrat d'engagement républicain, etc., qu'on allait peut-être prendre ce tour-là. En effet, Alors, le probable n'est pas le désirable, hein. j'ai mis probable. Donc, plutôt engagement auto-organisé et société des engagements pluriels. Est-ce qu'il y en a encore qui veulent répondre? Et de manière plus marginale, société des engagements identitaires. Ok, je vous laisse encore un petit peu le temps de répondre parce que tout le monde n'a pas répondu. Ça ne souhaite pas aussi. Ok, donc pluriel, majoritairement. Après, auto-organisé de manière plus marginale, donc identitaire. Et maintenant, lequel vous paraît le plus souhaitable? Est-ce que ce qui vous semble probable est le plus souhaitable en même temps? That is the question. Mhm. Je comprends vraiment pas que le scénario de la société de l'engagement administré vous paraisse pas souhaitable. Ah si! Ah, intéressant. Donc, encore quelques petites secondes. Plusieurs personnes le trouvent souhaitable et justement, je serais très curieuse.
de vous entendre aussi les uns et les autres justement sur ces scénarios, d'avoir un peu vos retours en sachant que je les ai présentés de manière très succincte. Euh, voilà. Mais en revanche, on voit que tout à l'heure, il y avait quand même deux personnes, je crois, qui trouvaient le scénario de la Société des engagements identitaires comme probable, mais il n'est pas nécessairement jugé souhaitable, ce scénario. En revanche, celui de la Société de l'engagement administré ne paraissait pas probable tout à l'heure, mais peut apparaître un peu souhaitable. Et en revanche, celui de la Société des engagements pluriels vous paraissait plutôt probable et il vous semble plutôt souhaitable. Et idem pour la Société de l'engagement auto-organisé. OK. Bon, eh bien, mesdames et messieurs, je vous propose qu'on allume tous nos caméras et qu'on prenne 6 minutes d'échange. Voilà, suite à tout ce que je vous ai dit, parce que j'ai beaucoup, beaucoup parlé. Donc voilà, échanger avec vous justement sur tout ce que je viens de vous présenter. Sachez aussi que si vous voulez découvrir euh, l'intégralité de ces travaux, vous pouvez. Merci beaucoup pour votre présence pour ceux qui doivent nous quitter. Mais voilà, je suis tout à vous si vous avez des questions, des remarques dans les quelques minutes qui nous restent. Remarque, Oui. euh, par rapport à la multiplication des crises climatiques, qui selon moi n'est pas de l'ordre du possible, mais du quasi Mhm. certain, il y a des groupes de recherche, dont l'URD ou le réseau des tempêtes, qui montrent comment les citoyens, en fait, s'organisent parfois mieux sans les pouvoirs publics, qui Ouais. parfois, on l'a vu pendant le Covid, vont aller envoyer des policiers taper sur les gens qui font des maraudes. Mm. Euh, Voilà, on fait un retour d'expérience là-dessus avec le groupe IR2 le 26 juin. Et moi, la société administrée, ça peut me paraître intéressant, mais je trouve ça extrêmement effrayant. Si c'est voilà, c'est la messe en latin et le lever de et les saluts au drapeau, ça dépend de la couleur politique, mais je trouve ça très dangereux. Justement, Et je pense que c'est la société civile doit être un contre-pouvoir à l'engagement et, national. Et justement, ce que vous dites, ça permet de dire en fait ce qui compte pour vous en tant qu'acteur. En fait, normalement, quand j'interviens en présentiel et qu'on a plus de temps, là, c'était un peu de mise en bouche. Et je remercie encore Simon et le comité 21 pour son invitation, de pouvoir déjà vous sensibiliser. Mais sachez qu'aussi, moi, j'organise, enfin, je peux intervenir pour, pendant 3 heures, partager beaucoup plus nos regards sur l'engagement, en partant des réalités aussi des uns et des autres, et surtout après travailler sur les scénarios en identifiant quelles sont les menaces et les opportunités soulevées par chaque scénario pour vous, votre organisation à une échelle plus macro. Et après, de se demander quelles sont les questions en fait, stratégiques que cela pose pour nous en tant qu'organisation et comment on réussit en fait à s'organiser collectivement pour faire advenir telle ou telle chose, au contraire, contrer certaines choses qui nous apparaissent absolument pas souhaitables. Est-ce que vous dites, je ne sais plus qui a parlé, il est absolument un aspect clé. Quelle place pour la société civile à l'avenir? Et quels moyens est-ce qu'on se donne aussi pour qu'elle ait cette place-là, voyez-vous? Parce que cela, après, permet d'agir. C'est un call to action. Eh ben, avec plaisir, Antoine. Autre question, autre remarque? On peut enlever peut-être l'écran juste pour tous se voir, parce que sinon... Ah, c'est toujours la question des moyens, hein, pour le coup. Euh, je suis désolée de casser un peu l'ambiance. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Comment est-ce que vous avez trouvé aussi ce temps d'échange? Je suis désolée, je suis allée un peu rapidement pour le coup, mais j'espère en tout cas que cela a résonné aussi avec des choses que vous pouvez voir dans vos organisations, dans les engagements qui peuvent être les vôtres. Voilà, en tout cas, je suis à votre écoute. Peut-être une question plus sur donc j'imagine que vous partagez pas mal autour de l'étude et vous êtes aussi peut-être allé partager à des parties prenantes que moi je connais moins bien des pouvoirs publics et de l'État. Et je serais curieuse de savoir quelles sont les réactions autour de ces Ok. formes d'engagement, s'il y a eu des choses qui sont ressorties ou des débats ou des propositions particulièrement désirables pour certains Mm. organismes publics qui seraient intéressants à nous raconter. Ben, pour le coup, nous sommes intervenus auprès de deux ministères, d'une part, enfin, de ministères en tout cas, dont un événement qui était pluri, euh, pluriannuel,
emploi et services. Ce qui est intéressant déjà, c'est que ces scénarios ont suscité beaucoup de réactions sur la place de l'État à l'avenir. Où, en fait, au travers de ces scénarios, on les questionnait en fait beaucoup sur quelle allait être la place de l'État à l'horizon 2040 et quels moyens est-ce qu'on allait se doter. Et ça a suscité beaucoup de réactions, de questionnements, notamment avec la Société de l'engagement auto-organisé, qui les a beaucoup, euh, comment dire, interrogés en fait sur comment est-ce qu'ils pouvaient se projeter, eux, à l'horizon 2040, en sachant qu'il y a un phénomène en même temps, comment dire, euh, d'affaiblissement de la capacité des pouvoirs publics à agir dès aujourd'hui. Donc, beaucoup de questionnements, je dirais, et de craintes, pour le dire ainsi, par rapport à tout ça. C'est Mais intéressant de noter que, excuse-moi Anna, vas-y. non, vas-y, vas-y, Simon. C'est intéressant de noter que dans des quatre scénarios, il y a quand même un retrait de l'État de relatif à vraiment avancer dans ce que vous avez pressenti. Oui, malheureusement, je trouve que l'actualité ne donne pas tort, pour le coup. Non, non, mais en tout cas, mais moi je serais enfin, j'aimerais beaucoup pouvoir les présenter. Et si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées dans les pouvoirs publics, de leur présenter ces travaux-là. Mais à chaque fois, on a fait des présentations assez rapides, d'1 heure, donc on n'a pas pu, pour répondre pleinement à Sarah, je crois, d'étudier plus quelles étaient les menaces et les opportunités, quels étaient les leviers qu'ils pouvaient activer, parce que c'était des temps, comme aujourd'hui, assez brefs. Euh, mais ce serait vraiment intéressant, en tout cas, de, de, de les, comment dire, de travailler avec eux sur ces sujets-là. Et sachez que, notamment à la Djebva, ils ont bien reçu les ouvrages. Donc, ça, c'est en train de se diffuser dans les ministères, mais cela prend du temps. Et après, c'est quelle est la réalité quelle est la réelle capacité d'action qu'ils vont avoir dans un contexte de plus en plus contraint, notamment sur le plan économique. That is the question un peu. Enfin, je suis désolée de mettre les pieds dans le plat, mais on peut faire beaucoup de choses avec peu de moyens. Je pense que notamment le secteur associatif le montre tous les jours. Après, je pense qu'on risque d'arriver un peu une période compliquée. C'est tout l'enjeu aussi de développer des coopérations et c'est pour ça aussi qu'on fait tout ce travail, pour se dire, bon, la situation est complexe, risque aussi de s'aggraver et comment est-ce que l'on fait, nous, à l'échelle de nos organisations, mais aussi collectivement, pour faire advenir un futur qui nous semble plus désirable. Et d'ailleurs, dans cet ouvrage là, que je vous ai partagé tout à l'heure, on explore justement des futurs qui peuvent paraître un peu plus souhaitables pour se mobiliser les uns et les autres. Euh, voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'État ne pourra pas agir seul à l'avenir, mais ni les associations, et que ce sera vraiment dans l'engagement collectif des uns et des autres que nous réussirons euh, à répondre aux grands défis actuels, que ce soit sur le plan environnemental, social ou bien encore démocratique. Eh ben, merci beaucoup, Anna. Il est déjà 13 heures, donc je pense qu'on va pouvoir conclure, à moins qu'il y ait encore une intervention, une question très brûlante. Je vois pas de... J'espère que je ne vous ai pas assommé en tout cas avec ce temps d'échange. Parce Non, que non, au d'habitude, en contraire. présentiel, c'est plus facile de voir les réactions de la salle. Mais Je crois qu'au contraire, tu nous as mis en appétit et tu nous as donné envie d'en savoir plus. Je ne l'ai pas dit en intro, là, je voulais commencer assez rapidement et j'étais un peu perturbé par le fait de bien manipuler les commandes de Zoom. Mais en tout cas, je voulais dire, bon, d'une part, qu'on était vraiment ravis de vous accueillir et très intéressés par ce travail. Au comité 21, nous, évidemment, la question de l'engagement, elle est importante. On l'aborde à travers l'engagement citoyen, bien sûr, mais pas que, à travers l'engagement des entreprises, des collectivités. Pour ce qui est de l'engagement des citoyens, on a une réflexion sur la façon dont les citoyens peuvent s'engager mm, pour le développement durable et l'atteinte des objectifs de développement durable. On espère pouvoir travailler prochainement un guide de la responsabilité sociétale des citoyens. Donc, si ça vous mm. intéresse, restons en contact. Je vous partage juste nos prochaine date avant de vous laisser pour nos grandes échéances. Alors attendez, je partage mon écran, j'en ai pour un instant. Voici donc
En plein écran, ça va donner ça. Je pense que vous voyez déjà suffisamment, mais ce sera peut-être encore mieux. Euh, le prochaine échéance, c'est la semaine prochaine. On va avoir un webinaire dans le cadre de notre cycle sur l'adaptation au changement climatique et on va parler plus spécifiquement des questions d'adaptation au changement climatique dans les petites et moyennes entreprises. Quels sont les défis et opportunités pour elles? Et la semaine suivante, le 18 juin, on va reparler de la question de l'engagement à travers la façon dont les collectivités peuvent s'engager et aider les acteurs de leur territoire à être plus engagés pour la transition écologique. Et là, en utilisant un outil développé par Impact France, le réseau Impact France, qui est l'Impact Score. Et enfin, je dis ça pour nos membres, mais aussi toute personne qui pourrait être intéressée par notre activité, qui souhaiterait entendre des conférences inspirantes. Le lundi 23 juin au matin, nous aurons nos assemblées générales à Paris et qui peuvent aussi être suivies en ligne. N'hésitez pas, toutes les informations sont sur notre site. Voilà, il me reste encore une fois à vous remercier toutes et tous, et puis surtout un grand merci à Anna, qu'on peut applaudir virtuellement pour sa prestation très vivante et très intéressante. Et puis je pense qu'il y aura d'autres occasions d'en savoir plus sur cet ouvrage, et puis on va vous envoyer en tout cas un certain nombre d'informations, où vous les retrouverez sur notre site, sur l'annonce de cet événement d'aujourd'hui, tous les liens utiles. Voilà, merci à Mm. vous. Bonne Merci, fin de très bonne fin journée de journée et bon et appétit à au passage. bientôt.